La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Shut up! Oh, Nelly, look at this. You do know the difference. Voilà exactement ce que j'aimais. I'm not a complicated man. I like cinema. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, vous écoutez Le 7e œil, un podcast cinéma dans lequel on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis. Pour le mois de février, on a choisi un thème assez lourd et chargé d'histoire puisqu'aujourd'hui, on analyse 4 films sur la guerre du Vietnam. Comme d'habitude, je suis avec Gauvin. Salut. Et Dorian. Ah salut. Ça va ? Oui, il a bu. Yes. Ouais, ça faut pas dire. Et avant de vous en dire plus sur notre thème du mois, laissez-moi vous présenter l'invité du mois. Un invité très très spécial, puisqu'il s'agit de mon papa. Mais non. Mais si. Voilà. Bonjour Xavier. Bonjour. Tu vas bien ? Bah écoutez, jusque-là, ça va. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots et puis nous dire ton rapport peut-être au cinéma, ce que tu fais dans la vie si tu veux. Alors, donc, je m'appelle Xavier, j'ai 54 piges. Donc, ça explique le fait que je sois venu pour la guerre du Vietnam. Je ne l'ai pas faite, mais je la connais un peu plus que vous. Alors, je suis prof de sax et de saxophone, pardon. Et puis, je suis responsable d'un centre culturel à Rosny-sur-Seine. Et j'ai été très longtemps disquaire pendant une quinzaine d'années, ce qui explique mon goût pour le cinéma. Et je crois que j'ai découvert le cinéma, je devais avoir 11 ans avec ma cousine qui m'a emmené voir Manhattan de Woody Allen. Je crois qu'à partir de là, ça a été la naissance, entre guillemets, de ma ciné... Je dirais pas ma cinéphilie, ma cinéphagie. Parce que j'ai vu beaucoup de films. Ok, merci. Bon alors, pour ce mois-ci, moi j'ai fait une très brève introduction parce que le sujet est quand même particulier et qu'un petit rappel historique ne nous fera pas de mal. Donc, je laisse mon père vous remettre un peu dans le contexte de la guerre du Vietnam. Alors, quand on parle de guerre du Vietnam, souvent, on parle essentiellement de la guerre qui concerne l'Amérique et le Nord-Vietnam. Il s'avère que le Vietnam, on parle de Vietnam alors qu'à l'époque, quand les Américains sont arrivés, on parlait plutôt de la péninsule indo-chinoise. C'est une péninsule qui regroupait plusieurs pays et provinces. Alors, il y avait le Laos, le Cambodge et puis 3 provinces qui sont devenues par la suite le Vietnam. Il y avait le Hanam, la Cochinchine et le Tonkin. Donc c'est des mots qu'on a un peu oubliés, mais si vous regardez des vieux films avec Gabin, on parle de ces provinces parce que tous ces vieux acteurs avaient fait cette guerre d'Indochine. Et alors, les Français étaient présents sur ces territoires. C'était à la fois des colonies dans certaines provinces et puis un protectorat dans d'autres. Donc, protectorat, c'est-à-dire que c'est pas eux qui dirigeaient les provinces ou les pays, mais ils étaient là comme... ils défendaient un peu les territoires. En contrepartie, on leur donnait des ressources locales, voilà, du riz notamment, mais beaucoup de richesses. Et puis, à un moment donné, tous ces petits peuples se sont rebellés. Donc les Français sont là à peu près du milieu du 19e siècle. Et ils sont vraiment présents sur l'ensemble du territoire à la fin du 19e, vers 1886-87. Et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1945, il y a Ho Chi Minh qui arrive et qui en gros déclare qu'on va devenir... pas autonome, mais ça serait bien que les Français s'en aillent. Donc là, à partir de cette époque, les Français rentrent en lutte. Enfin, c'était pas une guerre, c'était un maintien de l'ordre, on va dire, un peu comme en Algérie. Et puis, ça dure jusqu'en 1954, où là, la défaite du camp de Dien Bien Phu signe l'arrêt des Français sur le territoire, sur la péninsule indo-chinoise. Et là, les Américains ont senti qu'il y avait peut-être un effet domino qui pouvait risquer que le communisme grappille le territoire du Vietnam. C'est-à-dire que la Chine, quand on parle de territoire indo-chinois, de la péninsule indo-chinoise, c'est-à-dire que c'est situé à l'est de l'Inde et au sud de la Chine. Donc la Chine, communisme, Mao. Donc gros financement. Et là, l'effet domino était assuré. Donc c'est-à-dire que tout le territoire risquait, c'était pas sûr, mais il risquait de devenir communiste. Donc les Américains ont débarqué. Ils n'ont pas débarqué, ils ont financé dès 1954
Et puis les premiers GIs sont arrivés au milieu des années 60, en 64, 65, quoi. C'est Johnson qui à l'époque qui est président. Kennedy s'est fait descendre à Dallas. Et là, on rentre dans une espèce de guerre qu'on pense durer quelques semaines, tout au plus quelques mois, parce que l'Amérique, c'est une puissance monstrueuse, que ce soit en termes d'armement, en termes de puissance économique. C'est juste la plus grande puissance du monde. Ils ont les plus hauts gratte-ciel, l'industrie automobile la plus florissante, le peuple américain est le peuple le plus heureux du monde. Donc il n'y a pas de raison que ça dure. Ça va durer quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Bon, pas de chance. Méconnaissance du territoire, ça dure jusqu'en 75. Et en 75, ils se font vraiment foutre dehors. On voit les images d'ailleurs du consul américain qui est envahi par les Vietnamiens, et ils débarquent par le toit via un hélicoptère, quoi. On a des Et images là- dans un des films dont on va parler. Oui. Et alors voilà, ce qui est important, c'est de comprendre qu'un pays comme l'Amérique, aussi grand que l'Amérique, aussi puissant, se soit embourbé dans un conflit qui a duré aussi longtemps. Alors, ce qui explique le traumatisme d'un pays comme l'Amérique qui n'avait jamais perdu de guerre. Faut quand même le rappeler. Et là, c'est la débandade, et c'est le début de la fin pour l'Amérique, juste même encore aujourd'hui. C'est un conflit qui porte, qui Ça a laissé c'est un des séquelles, réel quoi. traumatisme pour même encore aujourd'hui. Merci beaucoup Mais je vous en prie. pour ce petit rappel historique dont on a besoin pour ce genre d'épisode qui s'intéresse à une partie de l'histoire. Donc là, ça peut être intéressant de présenter du coup les 4 films qu'on a choisis. Donc on a chacun, comme d'habitude, choisi un film. On a pris Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, Platoon d'Oliver Stone et Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Donc pour ce genre de thème, la nationalité des films et la date à laquelle ils ont été réalisés varient peu. Alors que d'habitude on aime bien Ouais, c'est choisir, on aime bien choisir J'avais pas tilté. un film d'animation, un film un peu plus ancien, un film un peu plus récent, etc. Là on a uniquement des films américains et tous réalisés entre les années 70 et 80, mais c'est pour des raisons valables, on va dire. Mm. Et à Raison ma de connaissance, méconnaissance de la part de l'équipe de cette pas de méconnaissance. Là pour le coup, il n'y a pas tellement de films d'animation, je crois, sur la guerre du Vietnam. Il n'y a pas de Oh, film des avant métaphores. les années 70 du coup, puisque Oui, voilà, c'est sûr. ça allait être compliqué. Et des films récents, je crois qu'il n'y en a pas tellement. Des films après les années 90, je crois que... Dis-moi si je me trompe, mais... Il y a eu, des films de la part... il y en a eu d'autres, mais il y a eu Tigerland, il y a eu, il y a eu pas mal de films après, mais les Les là, contemporains, il y en choix- a des années 2010, 2020. beaucoup moins, parce que Ouais. le bourbier avait changé. Entre-temps, il y a eu l'Irak. Oui, il y a eu Ouais. d'autres guerres. Ouais. Mais voilà. Ouais. Et donc que des films américains, parce que pareil, il n'y a pas beaucoup de films du côté vietnamien. À ma connaissance, il n'y en a pas, non. Ok. Bon, donc voilà, on justifie un petit peu notre choix du corpus, quoi. C'est important. Ouais. Et donc, comme chaque mois, on a une problématique sur laquelle on va débattre pendant bien une bonne heure, je pense. Et donc la problématique, cette fois-ci, c'est l'invité qui l'a choisi. Parce qu'on a tous des connaissances, effectivement, un peu bancales sur la guerre du Vietnam. Et on s'était dit que ça pouvait être intéressant de demander à un invité un peu plus calé que nous de nous donner une problématique. Et donc ce mois-ci, notre problématique, c'est pourquoi Hollywood a gagné la guerre du Vietnam. Voilà. Et pour entamer ce 5e épisode du 7e œil, je propose qu'on commence par Platoon. Bravo 6, be advised. Reach is inbound at this time. Un film, certes, sur la guerre du Vietnam, mais il se concentre plutôt sur la perte de raison vécue par les soldats américains. Les hommes, soumis à la folie, s'entretuent peu à peu, influencés par l'horreur de la guerre. On suit Chris Taylor, Charlie Sheen, volontaire pour combattre au Vietnam, personnage relativement autobiographique pour Oliver Stone, le réalisateur qui s'est lui aussi engagé volontairement dans l'US Army. On suit les patrouilles dans la jungle hostile vietnamienne, les embuscades, les attaques dans les villages paysans et toutes les actions de guerre rythmées par des conflits entre les soldats américains.
Gauvin, c'est toi qui as choisi de nous parler de Platoon. Ouais, un film que j'avais pas vu avant de m'y intéresser pour le bien du podcast. Et j'ai voulu m'y diriger juste parce que j'étais dans une hype Willem Dafoe récemment. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne découverte déjà. J'en suis ressorti pas forcément grandi parce que je suis pas très touché par la guerre du Vietnam et par les films historiques de base. Mais j'avoue qu'il y a pas mal de choses qui m'ont fait plaisir, notamment des petits doigts d'honneur envers les États-Unis et envers les puissances qui font toujours un peu plaisir. Donc si je voulais résumer un petit peu ce que j'ai ressenti vis-à-vis du film, la drogue est la solution. En fait, on a quand même dans ce film, j'irai sur la problématique juste après, mais on a dans ce film une vraie séparation de deux camps qui se créent dans l'armée, au sein de l'armée américaine, avec ce qu'on pourrait être représenté comme étant les bons Américains bien bourrins qui vont casser du vietnamien, et les baba cool, peace and love, mais qui le sont pas réellement, puisque ils ont pas forcément connaissance du mouvement hippie à ce moment-là ou quoi, mais simplement ils le sont parce que c'est leur moyen de survivre dans cette jungle, c'est de s'isoler dans la drogue et de se retrouver entre copains pour un peu oublier la douleur, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que quelque chose de très immoral d'un point de vue américain, comme la drogue, soit un peu l'échappatoire de nos héros. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait ce premier doigt d'honneur en mode là on va faire un film qui de base ne plaira pas au gouvernement américain, ne plaira pas à la vision américaine bien gentille, bien rangée. Les personnages sont vraiment attachants aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup retrouvé dans 2 films sur 4 de la sélection. Et c'est là où pour moi il y a un gros point fort dans Platoon, c'est que l'histoire, je dois bien avouer que je l'ai pas trouvée marquante plus que ça, mais les personnages secondaires sont vraiment bien, et c'est là où je vais commencer à parler de la problématique et de mon point de vue sur cette problématique. C'est que pour moi, Hollywood aujourd'hui, et depuis très certainement cette époque-là, puisque on est dans une époque où on redynamise Hollywood avec des très gros blockbusters qui arrivent, sur une utilisation massive de l'émotion sur le spectateur. Je trouve que depuis cette époque-là, on a commencé à faire des blockbusters qui te prennent aux tripes, qui te créent des personnages attachants, qui sont pas forcément des personnages auxquels que tu vas t'approprier, mais qui sont des personnages travaillés, voire même clichés, pour créer des émotions simples, telles que la souffrance de voir un être qu'on a suivi depuis le début mourir, ou la colère envers un personnage qui persévère dans des actes immoraux. On a quand même, je dois bien avouer que le deuxième groupe, le groupe de bons Américains bien bourrins, j'avais envie qu'ils meurent tout le long du film. Voilà, je me disais, j'aimerais bien qu'il y ait des petits Vietnamiens qui passent dans le coin, parce que les viols sur enfants, c'est pas super. Du coup, je dois bien avouer que j'aurais préféré ça. Et pour autant, c'est les gentils qui meurent, parce que c'est un film blockbuster américain. Donc il faut que les gentils meurent pour qu'on soit bien touché par ce qui se passe. Et donc Hollywood a gagné la guerre du Vietnam parce que, en tout cas dans ce film-là, Hollywood a su renaître de ses cendres, de cette défaite du Vietnam, en proposant quelque chose qui est contre-intuitif pour un État si protectionniste, et on va pas dire arriéré, mais presque, mais qui du coup va totalement à l'encontre de ça, et qui gagne de l'argent de ça, puisque ça a super bien marché, et qui du coup renfloue les caisses des protectionnistes et des arriérés. Donc Platoon pour moi c'est surtout ça, c'est un peu une base du cinéma américain tel qu'on l'a aujourd'hui, même dans des films vachement plus récents, même dans The Creator sorti il n'y a pas si longtemps, ce genre de film là, on est sur une base qui se répète, alors que pourtant on part d'un réalisateur, donc là si tu peux me rappeler son nom, Oliver Stone, ouais. Oliver Stone, qui avait pas forcément cette vocation là au départ, et qui voulait peut-être raconter une histoire soit qu'il a vécu, soit qu'il a entendu, parce que forcément l'époque oblige, si tu l'as pas vécu, t'en as forcément très bien entendu parler, t'as des copains qui l'ont vécu ou quoi. Et d'ailleurs, tu m'avais dit, Xavier, qu'il avait potentiellement vécu cette histoire. C'est totalement autobiographique. Ouais. Donc encore plus. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qui avait pour vocation de se faire de l'argent sur sa propre histoire. C'est quelqu'un qui voulait raconter son histoire. Et pour autant, ça a carrément marché pour Hollywood, finalement. Donc voilà mon petit point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
vis-à-vis de ça? Moi j'ai bien aimé, moi j'avais déjà vu, tous les films je les avais déjà vus, du coup ça m'a donné l'occasion de les revoir. Moi j'aime beaucoup en fait ce côté des États-Unis et de Hollywood justement de nous montrer une autre facette des Américains et justement de pas les idolâtrer, de pas les glorifier, et justement au contraire les juger dans le sens où là ils ont fait des trucs vraiment pas bien, ça devient des exécutants, des violeurs, ça devient c'est des criminels. Les Américains sont représentés comme des criminels. Et à côté de ça, t'as toujours ce personnage qui est une sorte de spectateur, de témoin et finalement d'acteur de ce genre de conflit qui est le Tyler, qui est là, qui même au début on le voit arriver dans l'aéroport, tu le vois en train de regarder tous les soldats qui sont complètement dépressifs, ils ont vraiment vécu la guerre et lui il comprend pas trop ce qui se passe et ça lui fait peur de se dire je vais m'attendre à affronter la même chose et finalement tu te rends compte que c'est lui qui apporte un peu plus d'humanisme et à côté de ça t'as par exemple le sergent qui est une sacrée personnification un peu de la défaite des États-Unis qui est le sergent je sais plus comment ça s'appelle avec les cicatrices pour montrer vraiment que les États-Unis Barnes. que les États-Unis sont cicatrisés comme ils sont blessés comme que Barnes et que Barnes un peu à un moment donné il le dit qu'il représente la réalité il représente la réalité par rapport à la drogue et tout ça que lui il ramène tout le monde à la réalité en mode c'est moi la réalité, c'est moi les États-Unis, c'est moi les blessures, c'est moi les cicatrices et c'est horrible, enfin c'est bizarre parce que finalement c'est lui l'antagoniste et le film insiste bien sur les Américains ne se combattent pas les Vietnamiens, ils se combattent entre eux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les Américains, de base, on pense qu'ils se combattent contre les Vietnamiens. En fait, l'antagoniste qui est Tyler combat le sergent qui est un antagoniste du même parti, c'est un ailier quoi. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Un peu comme une sorte de métaphore du mouvement hippie les Américains contre les Américains. Exactement. Je vois ce que tu veux dire. C'est une guerre entre eux. Donc et puis même le côté dans la jungle et tout ça qui se rapproche du coup plus d'Apocalypse Now, différemment Voyage au bout de l'enfer ou Full Metal Jacket est vraiment très immersif et vraiment très bien réussi quoi. Ouais, clairement. Ouais, moi je vous rejoins complètement, hein. C'est ça, c'est la guerre qui oppose les Américains entre eux. Il y a plein de motifs qui apparaissent dans le film. T'as Willem Dafoe qui dit au début du film qu'on va perdre la guerre, il dit we're gonna lose this war. Et puis il y a plein de moments ultra cyniques. T'as Bunny, le personnage du soldat qui est super jeune, là, que je crois qu'il est même pas majeur, qui dit qu'ici c'est trop bien parce que personne te fait chier. Il dit ça littéralement, et puis il dit ici ton seul souci c'est de pas mourir, et puis si ça arrive, tu t'en rends même pas compte. Donc on est sur une espèce de vision infernale du monde, quoi. Et donc c'est hyper violent. Et puis ça se finit sur une phrase de Taylor qui le dit à la fin du film. Il dit j'ai noté plein de phrases du film parce qu'il y a plein de phrases. Les dialogues, je les ai pas toutes en anglais. Mais les dialogues sont quand même. C'est pas le film que je préfère de la sélection, mais il faut quand même avouer que les dialogues sont vachement intéressants et vachement marquants. Et Taylor il dit maintenant en y repensant, je crois qu'on se battait pas contre l'ennemi, on se battait contre nous-mêmes. L'ennemi était en nous. Donc en fait, le Vietnam n'est même plus le centre du film. Donc je vais pas répéter tout ce que vous avez dit, mais on est tous d'accord là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est un contexte pour montrer la haine des Américains entre eux et le truc qu'il faut régler, quoi. Tout simplement. C'est aussi ce que tu as ressenti ? Alors, je suis pas tout à fait d'accord sur le propos de Gauvin dès le début, quand il dit qu'Hollywood a gagné sur ce propos-là. Je suis pas d'accord parce que c'est un des premiers films où on traite justement du viol, de l'assassinat, frontalement. Peut-être un peu trop frontalement pour moi. Je trouve que c'est un film qui est un peu trop caricatural. La musique est trop présente et beaucoup trop... on appuie tellement la mort de... c'est mélodramatique. C'en est caricatural, quoi. Et d'ailleurs, la scène a été reprise plusieurs fois. Ça reste quand même sur les 4, c'est peut-être le film le plus réaliste, entre guillemets. C'est marrant, tu dis que c'est caricatural, mais en même temps, c'est plus réaliste mais c'est réaliste parce que sur le fond, je pense que la guerre, c'était un peu ça. Il y avait des jeunes appelés qui voulaient... faire comme papa et grand-papa, revenir en tant que héros, sauf que là, c'était pas une guerre voulue. Et puis t'as les soldats de métier qui, eux, quand ils sont arrivés, de toute façon, ils savaient que ça aurait été la merde dès le début, quoi. Ils savaient que dès le début que c'était perdu, mais ils y allaient quand même parce que c'est leur métier. Et donc, ce que je trouve caricatural, c'est que c'est le plus réaliste parce que déjà Oliver Stone, c'est un ancien vétéran du Vietnam, donc il l'a vécu.
il se prédestinait à une carrière de, je sais plus, de médecin, d'avocat. Enfin, il faisait des études. Donc, il aurait dû arriver en étant sous-officier. Il a refusé, il est devenu simple soldat, et puis il a voulu se confronter à ce que c'était vraiment que la guerre. Bon, ça a été un choc et un traumatisme pour lui, et je pense qu'il s'est, en faisant le film, il s'est un petit peu auto-critiqué, parce que il regrette pas de l'avoir fait. Il s'est retrouvé avec son père après cette guerre, mais il s'est un peu confronté à ces démons, parce qu'il pensait qu'il reviendrait effectivement En héros. Mais ça n'a pas été le cas. Mais c'est un film qui a marqué quand même les esprits, parce que les gens ont pris conscience que la guerre, c'était pas que... c'est surtout les vétérans qui ont trouvé que le film était intéressant, et que Rambo n'était pas forcément la réalité. Que la roulette russe, ça représentait pas du tout ce qui se passait là-bas, et que c'était des simples gars, quoi. Il y a la roulette russe aussi dans Rambo ? Non, mais pour citer d'autres exemples. Ah oui, d'accord. On va parler ensuite, voilà. Ok. Non, c'est vrai que comparé aux autres films, c'est celui qui est le plus dans le conflit, des tirs, des tranchées, des souterrains, etc. Les autres ont tous un petit peu survolé ce sujet-là pour pouvoir parler de choses qui leur semblaient plus intéressantes. Et c'est un film un peu miroir avec Outrage, qui est de Brian De Palma. De Brian De Palma, oui, qui traite là frontalement du viol et de l'assassinat d'une jeune vietnamienne. Et le propos est sensiblement le même. Mais peut-être mieux fait, mais après... Non, mais je suis d'accord aussi sur ce point-là. Après, ça, c'est vraiment critique de réalisation et compagnie, donc c'est pas forcément le sujet, mais c'est vrai que j'ai trouvé que la scène, notamment du viol, était trop visible pour pas être assez marquante. Je trouve que si on le montre à fond, faut que derrière on soit traumatisé à vie, et je l'ai pas été, donc autant ne pas le montrer. Oui, voilà. complètement, je suis d'accord. Donc voilà, après c'est juste en purement de manière la réalisation, quoi. Bah parfait. Bah je propose qu'on continue sur Full Metal Jacket. Help, 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 help. Help, 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 help. 7.62 millimeter. Full Metal Jacket. On va suivre quelques soldats appartenant au corps des marines. Le film est coupé en 2 parties distinctes, l'entraînement militaire à Paris Island, rude, cru, mené par le général Hartmann, et la guerre au Vietnam, notamment pendant l'offensive du Tet. C'est le film que tu as choisi, Dorian. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Du coup, pour moi, alors, tout ce qui est guerre du Vietnam et tout, je n'y connais pas grand-chose, mais j'aime bien les films de guerre, et c'est vrai que là, pour la section, on a vraiment 4 grands films. Et moi, je suis plus attiré par les films autour de la Seconde Guerre mondiale, et vraiment, t'as une sorte d'inverse, d'un opposé entre les films qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, qui tournent autour de l'hommage, autour du patriotisme, alors que dans la guerre du Vietnam, on traite vraiment de la déception et du traumatisme, alors que dans la Seconde Guerre mondiale, on traite plus de la souffrance. Et là, par exemple, un film annexe qu'on n'a pas forcément parlé, que tu as parlé tout à l'heure, Xavier, c'était Rambo. Rambo, lui, c'est vraiment le personnage qui représente le plus la défaite. C'est-à-dire que quand il rentre dans la ville, on veut absolument qu'il parte et tout, parce qu'il rappelle la défaite. Là, c'est pareil. Le Vietnam rappelle des mauvais souvenirs aux Américains. Pour Full Metal Jacket, qui a été réalisé par Stanley Kubrick, moi, c'est surtout personnellement la première partie qui pour moi vraiment chef-d'œuvre, c'est vraiment incroyable. La deuxième partie, je la trouve un peu en deçà, mais c'est complètement différent. La troisième partie, on est plus dans de l'action, mais la première partie est vraiment incroyable. Et là, pour tout ce qui est traumatisme humain, on peut pas faire mieux. Déjà, Stanley Kubrick, il a l'habitude de le faire, de représenter la folie au cinéma, par le biais déjà de Shining ou d'Orange Mécanique. Là, on a vraiment Baleine qui est au départ un soldat lambda qui est pas très qui est pas très fort, et qui va finalement devenir une machine de guerre, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il va vraiment perdre tout humanisme et devenir complètement une bête. Et puis le réalisme de ce sergent qui est vraiment odieux. Ça m'a d'ailleurs fait penser à un peu Whiplash quand il lui donne des baffes, et lui dit c'est à droite ou c'est à gauche. Ça me fait vraiment penser à Whiplash. Mais
Et du coup, là, comme pour les autres films de la section, on a vraiment ce personnage qui est acteur et témoin. C'est-à-dire, c'est Guignol. Ouais. Guignol, qui est vraiment, qui accompagne Baleine et qui, justement, lui, il est au début, il est spectateur. Du coup, on spoil, hein, de l'homicide du sergent et du suicide de Baleine. Là, il est spectateur de ce massacre. Et à la fin, il va devenir acteur. Donc, c'est vrai que ce personnage-là a une très bonne évolution et que, du coup, on voit dans les 3 parties. Dans la deuxième partie, on a vraiment, du coup, on se concentre plus du coup sur ce personnage qui est Guignol, et on va se rendre compte que c'est le personnage un peu comme Tyler dans Platoon, qui est très humain, dans le sens où, déjà, rien que dans son caractère design un peu, où il a le petit badge Peace, mais à côté de ça, il a le casque Born to Kill, c'est-à-dire que l'humanisme représente le badge Peace, mais Born to Kill en rappelant que quand même la guerre est violente et qui en est conscient. La dualité de l'homme, comme oui, il c'est le ça, dit c'est lui-même. vraiment, c'est comme il a dit, hein, c'est vraiment la dualité de l'homme. Et voilà, on a aussi une partie 2 qui est beaucoup plus légère que la partie 1, qui est vraiment très froide, très sec, très rigide, comme un peu le style de Kubrick qui est de faire ce genre de scène très très froide. Dès le premier plan, on a vraiment tous les soldats qui se font raser les cheveux comme si on leur enlevait leur humanisme. Là, dans la deuxième partie, on se rend compte qu'ils ont tous récupéré leurs cheveux, qu'il y a un peu plus de dynamisme, on rigole un peu plus, c'est un peu plus léger, il y a de la musique un peu plus dansant, c'est un peu plus léger. On développe un peu les personnages, et surtout du coup le personnage de Guignol. Et à la fin, on a la troisième partie qui sera beaucoup plus linéaire, qui va revenir beaucoup plus linéaire comme la première partie. C'est pour ça la deuxième partie, je la trouve un peu en deçà, parce que je la trouve un peu plus décousue. Mais la troisième partie est beaucoup plus linéaire dans le sens où on rentre dans l'action, on va d'un point A à un point B. Et là, on se rend compte que le personnage le plus humain va être un peu contraint de descendre, d'abattre une jeune fille. Et là, on se rend compte qu'il aurait pu l'épargner. Finalement, il se fait happer par la guerre qui aura raison de lui. Et voilà, finalement, il a abattu la fille. Et on se rend compte que même lui, qui est le plus humain, il est comme les autres. Et il est... c'est un meurtrier, quoi, finalement. Donc voilà. Juste pour être sûr, quand tu parles de la troisième partie, c'est les retrouvailles avec Cowboy. Troisième partie, c'est vraiment tout l'espace d'action là, dans le. Donc quand ils arrivent devant les immeubles. Ouais, c'est la troisième partie pour moi. Je suis assez d'accord avec toi du coup que la deuxième partie, pour moi, j'avais l'impression de repartir sur une redécouverte de personnages, recréation d'ambiance, recréation de tout un groupe. Et alors qu'on l'avait déjà fait dans la première partie, donc j'avais pas trop bien compris pourquoi on refaisait ça à nouveau avec des nouveaux personnages. Et c'est pour ça que je suis d'accord, la troisième partie était vachement plus marquante. Mais la première partie est incroyable, vraiment. Donc voilà. Et pour en venir à la problématique, justement, je pense que Hollywood aurait gagné la guerre si Guignol n'aurait pas tué. Mais du coup, on se rend compte que même Hollywood, il n'a même pas réussi à... Moi, j'aurais dit l'inverse. Ah ouais ? Justement, le fait qu'il tue la snipeuse, du coup vietnamienne, c'est une façon de mettre en scène une forme de victoire qui n'existe pas. De fictionner un peu la victoire. Okay. L'américain tue puis là en plus une snipeuse, quoi. Donc une vietnamienne hyper discrète qu'on voit pas, qu'on cherche pendant longtemps, de longues minutes, qui tue d'autres soldats américains. On finit par la trouver, on finit par la tuer, et on se casse la tête pour la tuer. Ouais, c'est vrai. Et c'est un symbole un peu on met en scène une forme de victoire. Mais à d'autres moments, il y a une espèce de mise en scène du Vietnam. Il y a un moment où il y a des espèces de reporters qui filment la guerre, qui filment le conflit, et puis il y a pas vraiment de mise en scène, mais il y a quand même une forme de mise en abîme, tu vois, le film dans le film, le Vietnam dans le Vietnam. Donc il y a une façon de montrer dans le film que on va pas raconter la guerre du Vietnam telle qu'elle a vraiment été, puisque ça reste un film et donc il y a forcément de la fiction et ces personnages-là n'existent pas. Mais on va le raconter comme on veut et on va pas forcément montrer qu'on l'a perdu. Et je sais pas si vous avez le même sentiment, mais dans quasiment tous les films, sauf peut-être Voyage au bout de l'enfer, si on connaît pas la guerre du Vietnam, on sait pas forcément que les Américains la perdent. C'est jamais vraiment dit frontalement. Les Américains rentrent défaitistes. Comme s'ils avaient honte un peu. Ouais, je pense qu'il y a de ça, et puis on montre autre chose. Ça sert à rien de montrer la défaite, puisque les gens qui vont... C'est les Américains qui le produisent. C'est ça, le public. Le premier public, c'est le public américain. On va pas en rajouter une couche, et juste on va montrer autre chose, quoi. Non, mais clairement. Donc sur Full Metal Jacket... c'est hyper intéressant de répondre à la problématique.
Toi, t'en as pensé quoi de ça? Est-ce que tu répondrais à la problématique de la même manière pour Pas sur celui-ci, parce que le fait qu'il tue la Vietnamienne à la fin, finalement, ils s'y sont mis quand même à plusieurs, et elle en a buté plus qu'eux. Voilà. Oui, donc finalement, celle qui gagne, c'est d'office qu'elle va perdre, qu'elle va mourir. Après, sur le propos que les Américains, qu'on ne sait pas si l'Amérique a gagné ou pas à ce moment-là, si, parce que c'est une guerre qu'on a appelée la guerre de salon, parce que c'est la première guerre qui a été autant médiatisée, c'est la dernière d'ailleurs, parce que tous les soirs, l'Américain moyen dans son salon voyait les avancées ou les non-avancées de l'Amérique au Vietnam, et surtout il voyait les cercueils revenir. Et c'est pour ça que c'est le dernier conflit où la presse a pu œuvrer aussi librement. L'Irak, on voit pas d'image, rien. Parce que pour beaucoup, la guerre a été perdue parce que elle a été tellement médiatisée que la moitié de l'Amérique, elle était plus derrière son armée, quoi. Pratiquement dès les premières années, mais il aura fallu attendre quelques, 6, 7, 8 ans avant que même les pro-guerre se disent non, c'est pas possible, quoi. Mais alors Full Metal Jacket, moi c'est Kubrick, donc forcément il a jamais fait de mauvais films, il n'a fait que des grands films, et celui-ci en est un. C'est pas mon préféré, loin de là, mais alors je suis d'accord avec Dorian, la première scène est juste magistrale, sur le rasage de tête, où effectivement tout de suite on rentre dans la déshumanisation de chacun des jeunes qu'on sait vont faire la guerre. La première partie avec l'entraînement, elle est ultra réaliste. Alors bon, moi j'ai fait mon service militaire chez les paras, et je peux vous dire qu'on en est, c'est ça, c'est exactement ça. On chante des chants à la con, et puis très vite on devient, on est en 2 mois, on est des killers, quoi. Mais malgré nous, parce que on a été lobotomisés en 2 mois, et c'est rapide. Hein. Je peux vous garantir que ça va très vite. Et alors bon, j'adore le sergent Hartman. Alors le sergent Hartman, c'est un vrai, je crois. Oui, il a vraiment été formateur. C'est vraiment sergent. Il a vraiment formé des militaires. Il a le débit de parole, en tout cas. Ah, il est chaud. L'imagination. Ah oui. Et c'est ses propres mots. Ça n'a pas été écrit. Ouais, c'est vraiment, c'est ça qui est génial. Et je crois qu'on le retrouve dans Apocalypse Now, d'ailleurs. C'était avant, mais il est pilote d'hélicoptère. Je l'ai croisé vite fait. J'ai dit tiens. C'est marrant ça. Okay. Et oui, je suis pratiquement sûr que c'est lui. Mais donc c'est pareil. Bon, la deuxième partie, on sent que c'était contractuel. Il fallait. C'est un film sur la guerre du Vietnam. Il fallait faire une. Pour moi, je sépare le film en deux. Il y a la partie entraînement qui est magistrale, effectivement, qui est belle, c'est du pur Kubrick. La deuxième, elle est. C'est ce qu'on demande à un film de guerre. C'est un peu de guerre, quoi, un peu d'humour, un peu de l'action. Mais quand on arrive à la fin du film, moi, je sens pas l'Amérique grandie, loin de là. Mais après, tu peux pas vraiment grandir de la guerre. Tu peux pas vraiment grandir du meurtre. Tu gagnes la guerre, tu grandis pas. Mais il y a eu par la suite. Quand le propos c'était comment Hollywood a gagné la guerre, c'est que les premiers films sur la guerre du Vietnam à la fin des années 70, parce que bon, ceux qui ont été tournés pendant, il y en a eu très peu. Il y a eu les Bérets Verts, mais c'est oubliable parce que c'est John Wayne, c'est très mauvais, et puis c'est très très mauvais. Donc vous pouvez l'oublier. Enfin, si vous voulez le voir, vous allez vous marrer, hein, mais c'est vraiment c'est oubliable. Et puis il y a eu il y a eu MASH. Sur le détour du Vietnam, on transforme le Vietnam à travers la Corée, mais on sent que c'est quand même un film sur le Vietnam, parce qu'Altman est juste le génie du détournement, et c'est très drôle, et déjà pendant le conflit, on sent que le cinéma hollywoodien critique quelque part l'État et le commandement surtout. Et les premiers films, ils arrivent après parce que justement, comme c'est une guerre qui a été ultra médiatisée, Hollywood n'y a pas cru tout de suite en se disant on va pas se faire du blé sur un conflit qu'on a perdu. Ils voyaient pas l'intérêt. Et c'est pour ça que les premiers films n'ont pas forcément été financés par l'Amérique, mais je crois que le dernier film dont on va parler, Voyage au bout de l'enfer, a été financé par l'Angleterre, par EMI, parce que
il voulait bien le distribuer, mais pas le produire, parce qu'il pensait qu'il n'y aurait pas d'argent en retour. Bon, c'était une erreur. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement un peu de sous à se faire, eh ben les propos ont changé, parce que il y a eu toute la fange des Chuck Norris, des Sylvester Stallone, où là, le propos c'était vous nous avez pas laissé la gagner, cette guerre, donc on y retourne et puis vous allez voir, on va la finir. C'était un peu ça. Et à la fin des années 80, les propos ont changé petit à petit, mais si je pense que si vous demandez aujourd'hui à un gamin de 15 ans aux États-Unis si la guerre du Vietnam a été gagnée ou pas, je suis pas sûr qu'il puisse vous répondre. C'est un peu le sujet d'Apocalypse Now, finalement. You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the Colonel's command. Terminate? Terminate with extreme prejudice. I love the smell of napalm in the morning. En plein conflit, le capitaine Benjamin Willard, Martin Sheen, est envoyé en mission par les services secrets américains. Sans le dire à personne, même pas à son équipage avec lequel il fera pourtant un bon bout de chemin, Willard doit retrouver et exécuter le colonel Kurtz, Marlon Brando, désormais à la tête d'une tribu d'indigènes. On va suivre le périple de Willard, accompagné de son équipage de têtes brûlées, Clean, Hicks, Lance et Phillips, à bord d'un bateau patrouilleur. Apocalypse Now, c'est un sacré morceau. C'est vrai que pour moi, les deux plus grands films, c'est Voyage au bout de l'enfer, dont on parlera tout à l'heure, et Apocalypse Now. Je crois, le premier que j'ai vu, c'était Apocalypse Now. J'étais pas très vieux, hein, j'avais quoi... Quand je l'ai vu, je devais avoir 14, 15 ans. Et ça avait été... Enfin, pour moi, ça avait été un choc. Parce que j'avais trouvé le film parfait déjà à l'époque. Je m'étais pas du tout ennuyé, alors que la première version était pas très longue. Mais tu avais commencé par la Final Cut ou peut-être qu'elle n'existait pas encore à l'époque. Du coup, tu avais vu la version longue. La Redux longue, est sortie beaucoup plus tard. Ah oui, et j'avais commencé par la version qui était sortie à Cannes. Et j'avais trouvé ça déjà génial. Et quand j'ai redécouvert des années plus tard la version Redux, là, ça a été un deuxième choc, parce que il y avait des parties mais énormes qui avaient été coupées sur la première, notamment la partie française, qui dure quand même un paquet de temps, et c'est un film dans le film. Et donc ça m'a intrigué, parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait des recherches par la suite, savoir pourquoi les Français se trouvaient au Cambodge à ce moment-là. Et puis la partie qui n'apparaît pas dans la première, c'est la partie avec les bunnies dans le camp qui est sous la boue, enfin voilà, qui n'a plus de commandement. Alors celle-ci n'est pas forcément indispensable, je crois qu'il l'avait retirée dans la version, dans la Final Cut. Mais c'est, enfin voilà, pour moi c'est un immense film. Et c'est surtout, j'ai un immense respect pour Coppola, pour avoir réussi à finir ce putain de film. Parce que je crois qu'à part lui, personne n'aurait pu le finir. Parce que ça fait partie des films maudits qui n'auraient pas dû être adaptés au cinéma, et qui étaient considérés comme inadaptables. Et bon, alors pour résumer un petit peu, c'est une libre adaptation du roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Alors le roman parle de la recherche d'un chasseur un chasseur d'ivoire, mais c'est quelqu'un qui contrôle un comptoir d'ivoire au cœur du Congo, et les Belges envoient un type pour le ramener, parce qu'il a un peu pété les plombs, et il gère un village tout seul, et c'est pas possible. Et le directeur de ce comptoir s'appelle Kurtz. Voilà, donc c'est en gros les seuls liens. Et puis cette descente aussi dans les abîmes de l'âme humaine, qui sont voilà, c'est l'effet miroir entre le roman et le film, et c'est à peu près les seuls points communs. Alors moi, ce que j'aimais dans ce film, c'est justement Martin Sheen est assez incroyable, parce qu'il est d'une sobriété assez bluffante, et je pense qu'à part lui, personne n'aurait pu jouer le rôle. Je trouve ça fou, mais alors quand Coppola s'est attaqué au film, il a pensé à Redford,
Il a pensé à Steve McQueen, mais qui était déjà sur d'autres projets. Et puis ça l'intéressait pas de travailler aussi longtemps. Et puis Redford, pareil. Il voulait pas partir sur un tournage qui durerait peut-être un an, voire peut-être plus. Puis dans la jungle, il est loin de sa famille, il en voulait pas. Donc quand il prend alors pas tout de suite Sheen, il a pris d'abord Harvey Keitel. Oh. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, il a regardé les rushs et là, il a tout arrêté. Donc on imagine l'argent dépensé. C'est ça, c'est énorme. 3 semaines dans la jungle, c'était aux Philippines, je crois. Mmh. Et finalement, on arrête tout. Il renvoie Keitel en disant non, mais c'est pas que t'es pas bon, c'est que t'es presque trop bon. T'es trop présent. Et effectivement, j'aurais pas vu Keitel dans le rôle parce c'est un animal. Physiquement, on ne voit que lui à l'image et ça aurait débordé de l'écran. Et ça n'aurait pas fonctionné. Alors que Sheen, il est dans le film, on sent dès le début que c'est une espèce de vieux briscard qui ne vit qu'à travers le combat, qu'à travers la guerre. Mais tout le long du film, finalement, il est qu'observateur quelque part. Comme dans tous les films dont on a parlé jusque-là, on a ce rôle d'observateur dans le personnage principal. Ouais, mais là encore plus. Et puis c'est une espèce de sage. On sait pas trop ce qu'il pense et puis on lui demande surtout pas. Enfin, il doit juste exécuter un ordre et puis c'est un ordre particulier parce que c'est descendre un colonel qui a été multimédaillé, donc c'est quand même une mission très étonnante. On a le côté service secret, quoi, qui n'est pas dans les autres films, qui est terrifiant là. Oui, mais c'est encore une fois, voilà, il faut qu'on descende un type qui est en dehors des clous. Ce qui me fascine dans ce film, bon déjà, c'est le fait qu'il ait réussi à terminer ce putain de film avec les problèmes qu'il a encourus, enfin les problèmes de financement à la moitié du film, parce que le film avait un budget colossal, mais il a quand même débordé. Il y a eu des problèmes de décors qui ont été emportés par une tornade. Il y a des acteurs Sheen a fait un arrêt cardiaque. Ça a failli mettre fin au film, mais comme Coppola à ce moment-là se considérait, je pense, comme Dieu après des succès comme Le Parrain. Il a dit non, c'est moi qui déciderai quand il mourra, donc pour le moment, vous en parlez pas. À tel point que voilà, donc il a réussi à faire le film. Et je lui tire mon chapeau parce que c'est quand même une gageure d'arriver au bout d'un tel film. Il fallait repeindre il y a toute une histoire sur les hélicoptères qu'il fallait repeindre parce qu'il n'avait pas eu les financements, il n'avait pas eu les prêts de matériel par l'armée, donc il fallait emprunter les hélicoptères du dictateur en place et à condition qu'il les rende dans l'état dans lequel il les avait eu. Donc tous les jours, il peignait les hélicos en kaki et le soir, il devait enlever la peinture pour les rendre. Donc c'était l'enfer. Ça a duré énormément de temps et au bout du compte, finalement, il a rajouté la voix off qui n'était pas présente au début. Et pour moi, ça reste c'est un chef-d'œuvre. Tout bonnement. Et j'adore cette descente. Alors c'est une descente aux enfers, mais c'est un retour dans le temps. Parce que si vous regardez bien dès le début, le personnage principal se retrouve face à des généraux, face à Harrison Ford, dont c'est un des premiers rôles, dans une espèce de mobil-home ultra luxueux avec canapé en cuir. Il mange une nourriture. On imagine très bonne avec un bon vin, et puis on sort du contexte. Il va petit à petit descendre, remonter dans le temps. On va se retrouver avec le fameux comment il s'appelait, joué par le lieutenant-colonel Kilgore, le fameux j'aime l'odeur Robert du pas Duval. mal au petit matin. Oui. C'est ça. Qui est Robert Duval, l'immense Robert Duval. Et puis à partir de là, on va commencer à faire une remontée dans le temps où on va d'abord voir les bunnies faire un show, et puis on va les recroiser un peu plus loin, mais dans un état en moins bonne santé. On a l'impression qu'elles ont vieilli. Le camp est totalement dévasté par la pluie, la boue. Il n'y a plus de commandant. On se doute il est mort d'ailleurs. On se doute pas, il est mort. Et puis plus on avance, plus on remonte dans le temps. Le premier mort est tué par balle. C'est le jeune
Le plus jeune de la bande. Celui plus jeune qui de la était, bande. Je crois qu'il a commencé le tournage, il avait 14 ans. J'avais cru voir ça en me renseignant. C'est Laurence Fishburne, c'est ça hein, Clean dans le film. Voilà, qu'on retrouvera après dans Matrix. Bien plus tard. C'est vrai. Et oui. Et dans John Wick aussi. Et donc lui meurt par balle. Le deuxième mort, c'est avec une lance. Donc déjà, on a l'impression de faire un retour dans le temps. Et puis, il y a ce camp de Français, enfin ce retranchement dans une maison coloniale où des Français sont là, mais depuis peut-être 40, enfin, on ne sait pas depuis quand ils sont là, mais c'est assez étonnant. Et puis, on arrive dans le village de Courtz, où là, on a des pirogues et des types qui sont peinturlurés façon préhistoire presque. Hein. Et c'est, enfin, il y a une espèce de descente dans le temps et aux enfers. Et le personnage principal, finalement, se transforme aussi petit à petit. Et puis, ce que j'aime dans ce film, c'est que la fin reste totalement ouverte. Et puis, c'est surtout... il y a quand même... ne pas oublier Marlon Brando, qui est... Enfin, moi, l'image qui me reste, la première fois que j'ai vu Brando dans ce film, je l'ai vu apparaître. C'est la seule image qui m'est restée. Après, on le voit très peu, mais il devait arriver sur le... On le voit dans le noir. Il devait arriver sur le tournage, il devait être sec et avec une barbe et des cheveux longs. Et puis bon, comme Brando se fout de tout, il est arrivé avec 20 kilos de trop, le crâne rasé. Ça aussi, peut-être que pour il Harvey connaissait Keitel, pas son texte. C'est pour ça que Harvey Keitel, du coup, il voulait pas qu'il soit trop bon, pour que justement on ait vraiment cette domination, que Marlon Brando soit au-dessus. Je sais pas. Peut-être Non, aussi. parce que Brando, de toute façon, quoi qu'il arrive, aurait été de toute façon au-dessus. Mais Harvey Keitel, l'espace aurait un peu plus réduit par rapport à. Je crois pas. Ah ouais. Ok. Enfin, j'ai vu des films avec Brando, avec des monstres du théâtre et du cinéma, et à chaque fois. Oui, mais Brando sera toujours au-dessus, ça c'est clair. On peut, voilà, mais Brando, c'est un cas d'école. Hein, Et donc après ce film, Brando n'a plus jamais rien. Enfin, il a fait que des mauvais films. Chine, il a une longue traversée du désert. On l'a pu revu pendant très longtemps. Et puis les autres acteurs, c'est pareil. On les a pratiquement tous oubliés. Donc c'est un film à la fois maudit entre guillemets parce que le tournage a été monstrueux. Le montage, j'en parle pas parce qu'il y a eu, je sais pas, 300 km de bobines. C'est l'équivalent de Paris-Dijon, quoi. Vous imaginez c'est des dizaines, des centaines d'heures. Mais n'empêche qu'au bout du compte, le film est... voilà, ça vaut la peine. Pour moi, un chef-d'œuvre. Ça vaut la peine. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, il y a une scène qui m'a perturbée parce que j'ai vu le film la première fois, avec toi, je pense d'ailleurs, quand je devais avoir genre 14-15 ans. Comme moi. Pareil. Voilà, un jeudi après-midi. Et c'est pas un film qui m'a tout de suite plu. Enfin, c'est vraiment un film, c'est très masculin, c'est la guerre, c'est un truc. C'est difficile de s'identifier quand t'es une petite meuf de 14 ans. Des films d'hommes, malheureusement. Ah mais Voyage au bout de l'enfer rattrape un peu le truc. Et là-dessus, on est d'accord avec Meryl Streep et on y reviendra. Mais il y a une scène que j'avais complètement oubliée parce que pareil, Marlon Brando, je m'en rappelais très bien en le revoyant là pour le podcast. Et donc quasiment 10 ans plus tard. Et il y a une scène que j'avais oubliée et qui montre le cynisme quand même de la guerre. C'est la scène où avec le colonel, non pas le colonel, le lieutenant Kilgore, qui se rend compte qu'il y a quand même une star du surf dans son équipe et qui dit attends mais trop bien mais là on va aller faire du surf là let's go, et puis on va juste raser un petit village voilà parce qu'ils vont pas nous faire chier longtemps les Vietnamiens, et puis on va aller faire du surf parce qu'il y a des super vagues là, et tout le truc est accepté par tout le monde sauf Shin, mais Shin qui est hyper discret et qui est vraiment dans son truc justement de spectateur et qui attend que ça se passe tout en étant on sent un peu choqué de ce qui se passe mais qui laisse faire. Et ils y vont, quoi. Et donc ça, c'est la scène qui te montre à quel point, dès le début, le Vietnam, c'était super cynique et puis c'était méprisant parce qu'on est dans un monde où les Vietnamiens sont quand même vachement victimes de... Enfin, là, c'est même plus du racisme, hein, c'est une forme de mépris, c'est des sous-humains, enfin, comme dans toutes les guerres un petit peu en lien avec la colonisation, hein, c'est sûr. Mais là-dessus... La scène des bunnies, justement, où il y a le spectacle... oui, ça le montre vachement aussi. Ils sont derrière le grillage et puis ils regardent ce spectacle, mais ils regardent un zoo, finalement. Hein. Les Américains sont... c'est quand même... Oui, c'est assez étonnant de voir cette scène. Moi, je la trouve magique, cette scène, mais... Elle est très bizarre. Mais on en parlait justement avant le podcast. C'est impossible de faire une scène comme ça, un film comme ça aujourd'hui. C'est le fait qu'il y ait énormément partout. C'est le fait qu'il y ait énormément du sang d'argent pour qu'il y ait, tu vois, l'hélicoptère qui vienne avec les Playmates, 2 minutes, etc. Peut-être un peu plus, mais on imagine l'argent qui a été dépensé juste pour cette scène. Alors qu'il y a vraiment c'est fou, trois femmes habillées avec peut-être des costumes qu'on coûtait un petit peu et qui arrivent dans un hélicoptère pour
vraiment danser 5 secondes, quoi, et Ouais. partir. Il quoi. y avait la planète de l'année quand même. Ah mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est là, fou le d'imaginer budget qu'il est, y a eu oui, un oui, non, mais budget je- de la part de l'armée pour satisfaire des pulsions animales. Et c'est pour ça, le côté pulsion animale, les Vietnamiens, ils voient des animaux, quoi. Oui. Donc, Ouais, complètement. quand ils se mettent à leur sauter dessus, etc., j'imagine le Vietnamien de l'autre côté qui est en mode ah ouais, pas étonnant. C'est vraiment, c'est ce que je vois au quotidien, quoi. Non, mais après, moi, je trouve que le film, première fois, un peu comme toi, pas touché plus que ça. Tu l'as vu plus jeune? Non, je l'ai vu là. Ah oui. Il y a que Full Metal Jacket que j'avais vu D'accord. de ces films-là. Et première fois que je le vois, je me dis ouais, bon, pas marquant. Et du coup, quand Xavier, tu m'as parlé de la version Redux, là, j'ai vachement été curieux et j'ai très envie de le voir avec ces scènes supplémentaires, en fait. Parce que je trouve que le film est parfaitement réalisé et pas marquant à la fois en 2024 pour quelqu'un qui est pas touché par la guerre. Ouais, ça se comprend. Mais pour le coup, moi, la scène des bunnies, la deuxième qui est pas dans la version Final Cut, je la trouve pas inutile parce que ça montre le côté un peu. Tu vois, l'armée, ça les a détruits à tel point qu'ils sont plus capables de coucher avec des femmes. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu de. La sexualité n'est plus la même et c'est hyper. C'est très parlant en très peu de temps. C'est une scène qui est assez courte, hein, finalement. Mais je sais pas si elle est aussi importante que la scène des Français où effectivement, là, on a l'impression de. Enfin, si t'as pas vu cette scène, tu rates quelque chose aussi de la suite du film. Enfin, c'est très parlant. Ouais, c'est un film dans le film. Ouais. Mais ouais, tout complètement. Et ce qui est marquant dans ce passage, c'est quand le chef de famille dit « Mais vous faites la guerre pour rien. Et nous, on fait la guerre parce que c'est un territoire et qu'on veut le récupérer. » Bon, ils le récupéreront jamais, mais c'est vrai que les Américains faisaient la guerre pour... Enfin, ils savaient pas pourquoi ils la faisaient. Ouais, pour être des héros. Même pas. Non, c'était parce que l'État américain avait décidé que le communisme ne devait pas arriver là, parce qu'il y avait un risque, mais le risque, c'est qu'il y a eu quand même, je sais pas, 60 ou 70 000 morts du côté américain, et puis 10 fois plus du côté vietnamien. Enfin, je pense 600 ou... Oui, bien sûr. Mais, et tout ça parce que le gouvernement américain a décidé que non, c'était dangereux qu'un territoire grand comme la moitié de la France, parce que c'est ça, hein, le Vietnam, c'est tout petit, hein, finalement. Et, quelles auraient été les conséquences par la suite, on n'en sait rien, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne suis pas sûr. Et toi, Dorian, t'as un petit truc à ajouter sur Apocalypse Now? Toi, t'as moins accroché, il me semble. La première fois, j'ai eu du mal parce que... Toi aussi, tu l'as vu une première fois avant le Il y a podcast. 3-4 ans, je l'ai vu. Ouais. On me le vendait en mode l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire, et c'est pour ça que je m'attendais à une dinguerie. Et finalement, j'étais en mode, ok. Mais par contre... la scène de Bromodo m'avait marqué. Ça, j'étais en mode, ça c'est monstrueux, ok, bien joué. Ouais. Et là, je l'ai revu et j'ai revu à Laos, évidemment. C'est un très très grand film. Et du début à la fin. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, je trouve, qu'il y a dans Platoon et dans Full Metal, c'est que justement ce que tu as parlé par rapport à, enfin ce que tu as dit par rapport aux surfeurs, c'est ce que je voulais parler de ça aussi dans la représentation de l'armée américaine qui attaque les Vietnamiens. Déjà, ils rentrent sur la chevauchée Valkyrie, donc ça c'est vraiment un truc américain. On rentre dans une musique avec une musique très grandiose, très triomphante, et le découpage est terrifiant parce que juste après, qu'est-ce qu'on voit? On voit des enfants juste se protéger, on voit des innocents courir dans tous les sens, mais on voit très peu de militaires répondre à l'attaque américaine qui arrive. C'est tout ça pour dire que les Américains, ils sont juste cruels en fait de s'attaquer à des innocents où on voit très peu de militaires, où ils s'attaquent vraiment à des gens, enfin ils s'attaquent pas à des personnes à leur taille, quoi. Et il y a de l'irrespect justement par rapport au surf, c'est-à-dire que on est en train de tuer, décimer une population, mais à côté, vas-y, on fait du surf, on s'en fout. Genre à un moment donné, le sergent, il veut donner à boire à un ennemi, non, il s'en fout, il veut aller faire du surf, il a rien à foutre. Donc je sais pas, c'est glacial la manière dont c'est représenté. Puis techniquement, le film il est incroyable, la photographie est folle, avec cet aspect un peu jaunâtre, très stylé. Et même le développement du personnage principal, Willard, du coup, qui est vraiment en totale obsession et en totale fascination face à son objectif de tuer du coup Kurtz, se rend compte que il devient fou, et même
ce personnage, on va pas dire que c'est une personne qui est très humaniste, enfin, qui n'est pas très humanisée parce que on a du mal un peu à le cerner, mais on rend compte qu'il perd complètement humaniste quand il tue cette Vietnamienne dans le bateau alors qu'elle était encore à l'agonie, elle était pas encore morte, mais elle le descend, il la bat froidement. Là, t'as le point de rupture, c'est même la manière dont il a fait. Là, on se rend compte, ah ok, il y a moyen qu'il se rapproche de Kurtz. Là, il sera en train de se rapprocher de Kurtz, de ses méthodes un peu bizarres, de sa folie. Et son personnage, qui est loin d'être aussi grandiose que Marlon Brando, reste aussi intéressant parce qu'on essaye de... Enfin, c'est un peu Brando, c'est un peu le dieu. Et ce personnage, même s'il a l'air ordinaire, ça fait un peu miroir à nous qui sommes ordinaires et qui peut se rapprocher de ce dieu complètement diabolique. Donc c'est pour ça, je trouve, c'est plutôt bien foutu. Ouais, complètement, on est spectateur avec Shin et avec les personnages de Platoon et de Full Metal Jacket, mais je trouve pas que ça soit le cas dans Voyage au bout de l'enfer. One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot. I don't think about one shot anymore. Une bande d'amis insouciants, issus d'une communauté d'origine russe orthodoxe en Pennsylvanie, se voit confrontée à l'horreur de la guerre. On va principalement suivre Michael, Robert De Niro et Nick, Christopher Walken, au sein d'une communauté soudée, puis au Vietnam et ses nombreux jeux de roulette russe. Michael et Nick, mais aussi Steven, Stan et les autres, verront leur vie bouleversée à tout jamais par le conflit. Donc Voyage au bout de l'enfer, c'est un film que j'ai choisi pour cet épisode parce que c'est le film qui m'a le plus marqué, que pareil j'ai dû voir autour de 14 ans avec toi. Et je l'ai revu avec toi il y a peut-être un mois ou deux. Oui. Après. Et c'est énorme, c'est immense. Je pense que c'est un de mes films préférés maintenant. Parce que pour 3 heures, il n'y a pas une minute de trop, je pense. C'est un film extrêmement bien interprété, extrêmement bien écrit. En termes de dialogue, c'est assez impressionnant. Dorian n'est pas d'accord avec moi, mais Dorian, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas voir. Et je le trouve assez fou. Et puis bon, pareil, on en a reparlé, donc je vais redire des trucs que tu m'as dit aussi, mais c'est un film avec lequel on a beaucoup discuté. Et donc avec Xavier. Parce que si on ne dit pas nos noms, on ne sait pas à qui je m'adresse, mais voilà. C'est ça. On se doute que tu parles à ton père. Avec mon papa. Et c'est vrai que c'est incroyable parce qu'on rentre vraiment dans une bande d'amis et que là, les personnages sont particulièrement attachants. Tous, absolument. Et puis quand on a aussi peut-être les dessous du tournage, c'est assez incroyable parce qu'il y a John Cazale qui est très malade dans ce film, donc qui joue Stan, qui est très malade à ce moment-là et c'est son dernier film, qui dans la vraie vie était marié avec Meryl Streep, donc qui avait pareil un rapport avec lui qui était compliqué à ce moment-là parce que son mari allait mourir. Et dedans, elle joue peut-être l'un de ses plus grands rôles et en même temps, elle est pas si présente que ça dans le film par rapport au personnage masculin, mais son personnage, moi, je le trouve absolument indispensable. C'est un de ses premiers rôles. Ouais, c'est un de ses premiers rôles. Elle est très très jeune. C'est le premier ou premier grand rôle. Le premier ou le deuxième. Et elle joue qui, Linda, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Beaucoup de choses. Ouais, en fait, c'est hyper intéressant parce que là, on est vraiment sur l'avant guerre du Vietnam, le pendant et l'après. Donc, ça recouvre toute la guerre et ça condensé en 3 heures, ce qui est déjà assez impressionnant parce que ça peut paraître long et en même temps, on est vraiment dans la petite histoire dans la grande parce qu'on est quand même dans un truc assez précis qui est donc cette communauté orthodoxe russe, ukrainienne. On n'est pas hyper... Et communiste. C'est vrai. Ukrainienne même, je crois. Apparemment, ils sont ukrainiens, mais ils sont... mais l'église, religion russe orthodoxe. C'est ça, ouais. Mais la religion est orthodoxe, mais ils sont... Ouais. Donc, en tout cas, pays de l'Est est très religieux, donc très communautaire et très proche de... Enfin, très famille, très... Voilà. Et c'est des gens... qui ont un rapport à la famille, et aux amis et aux gens de leur même communauté qui est très important. Et donc ça, c'est hyper attachant dans le film parce qu'on entre dans une complicité très rapide avec eux. Et puis, c'est que des acteurs immenses, donc forcément, c'est aussi plus facile comme ça. Et personne ne vole la vedette à personne aussi. C'est ça qui est assez impressionnant. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la transition entre la première et la deuxième partie. On a toute cette première partie du mariage d'Angela et Steven qui est très festive. Et en même temps, il y a un truc qui plane dessus parce qu'on a les énormes portraits des
des trois copains qui vont partir au Vietnam, je crois le lendemain ou dans les jours qui suivent. Je crois que c'est le lendemain. Ouais, c'est le lendemain, donc il y a un truc un peu horrible qui plane sur le truc. Et puis en plus, Je voulais en faire, c'est vraiment un film qui est sorti à peine après la fin de la guerre, donc c'est le premier film de guerre du Vietnam de l'histoire. Et en même temps, il y a ce truc un peu de dualité là, de l'horreur et la joie de fêter. C'est un mariage, donc de fêter l'amour, de fêter la famille, etc. Et sans transition, ou presque, on arrive dans la guerre du Vietnam et là dans l'horreur absolue. Bon, après, il y a la première chasse au daim avec De Niro et ses copains. Et après, on a cette séquence de roulette russe. Enfin, d'abord dans un village qui se fait cramer au Vietnam, et ensuite de roulette russe où là on retrouve les trois copains, donc Michael, Nick et Steven, qui sont dans une espèce de cage dans l'eau et qui se font les uns après les autres appeler pour jouer, et où c'est terrifiant. Mais c'est une scène qui a une tension que j'arrive pas à trouver une autre scène avec la même tension, parce qu'à tout moment tout peut arriver à tout moment. Enfin, c'est assez impressionnant. Surtout très satisfaisante, je trouve. Parce que le moment d'extase à la fin du mets-moi 3 balles et ensuite il utilise ces 3 balles, c'est tellement un moment de détente et de soulagement en fait. Complètement. Et parce qu'il y avait une énorme tension au préalable. Ouais, c'est ça. Mais quand ça revient après à la fin, la seconde scène de roulette russe, là la tension, c'est plus la même satisfaction, et là c'est le cœur déchiré et on pleure finalement. Mais pour répondre peut-être à la problématique, c'est vrai que là c'est un peu plus difficile de dire qu'Hollywood gagne la guerre du Vietnam, parce que la défaite est un petit peu plus mise en avant. Le retour de Mike en Pennsylvanie montre quand même que il est tout seul, que Steven il est traumatisé. Enfin, il est traumatisé, en même temps il le montre jamais. Tu vois, il y a ce côté vraiment, il reste fort. Ouais. Comparé à Steven qui a plus de jambes, qui est lui mais détruit psychologiquement, qui peut plus sortir de cette espèce une sorte d'hôpital pour vétérans traumatisés. Et puis Nick qui est toujours au Vietnam, et lui qui a perdu la tête et qui passe son temps à faire des jeux de roulette russe, quoi. Donc Mike c'est le seul qui rentre, et puis là en fait on s'en fout que l'Amérique ait gagné ou perdu la guerre du Vietnam, puisque en fait il y a plus, voilà, exactement, les potes sont plus là, quoi. Ou alors ceux qui sont là ils sont détruits, donc c'est surtout ça qui prime, et on s'intéresse plus à ça. Donc, on ressent bien ce que tu disais, Xavier, de les soldats rentrent et ils sont pas félicités pour ça, ils sont pas. Ils retournent à leur petite vie. Ou alors ils refusent la félicitation, parce que là il veut pas rentrer chez lui. Mike, quand il rentre, il refuse, mais pour Steve, il est juste envoyé à l'hôpital et c'est bon. Hein, il est mis à l'hôpital, quoi. Ouais. C'est vraiment... Après on n'a pas la scène aussi. Non, bien sûr, mais même tu le sens pas récompensé plus tard. Tu le sens pas. Il a pas un manoir, il a pas. Enfin, tu vois, il a pas l'honneur qu'il devrait mériter d'avoir fait la guerre. Et qu'ils attendent, quoi, parce que ils attendent de revenir en héros, et voilà. Mais pour tout ça, pour moi c'est le meilleur film de notre liste, je pense, de loin. Le film peut-être le plus accessible pour les personnes comme soit Gauvin d'ailleurs, qui s'intéresse pas à la guerre du Vietnam, et t'as quand même eu une surprise, une agréable surprise en découvrant. J'ai trouvé ça super en fait de déjà voir l'avant, parce que pourquoi j'ai adoré Forrest Gump, c'est parce qu'on voit surtout le pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Et donc voir l'avant c'était génial, et encore plus agréable encore voir l'après, parce que je trouve ça incroyable, ce moment où t'as le cuistot dont j'ai plus le nom, qui se retrouve tout seul en cuisine et qui se met à pleurer sur son omelette, John. Cette scène pour moi ça m'a fait plaisir de voir une scène aussi puissante, quoi. Vraiment, c'était donc voilà, moi la guerre m'a surtout permis d'avoir une scène d'après plaisante. Toute la scène de on est au Vietnam, etc. Voilà, à part la tension, moi ça m'a pas plus plu que ça. Et encore heureusement, c'était pas non plus guerre, c'était plus voyage au Vietnam. D'ailleurs, la deuxième fois qu'il part au Vietnam, Mike il y va en tant que civil, si je me trompe pas. Il est plus habillé en vétéran, effectivement. Donc il a pris un billet d'avion pour aller au Vietnam, et il y va vraiment en tant que civil, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup plus aimé ce truc un peu héroïque, plus que les soldats, quoi. Donc, voilà, c'est là où ça m'a plus parlé. Et le côté un peu vachement fictif en fait. J'aime voir des histoires tristes quand elles sont fictives, parce que si elles sont réelles, j'ai pas envie de voir des histoires tristes. Ouais. Là, t'as aimé le côté on invente complètement autre chose. D'ailleurs, c'est intéressant parce puissant, que quoi. Pour l'anecdote, du coup, sous les conseils de Xavier, j'ai regardé une sorte de masterclass d'un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Toré. Voilà,
qui est expert sur Cimino, et il explique que en fait, au départ, Cimino, puisque il a commencé à travailler sur le film avant même que la guerre du Vietnam éclate, et il voulait faire un film de roulette russe, en fait, tout simplement. Wow. Et c'était vraiment le projet. Et après, la guerre du Vietnam a éclaté, ce qui a donné un contexte à son film. Mais c'est absolument pas réaliste, effectivement. Donc c'est intéressant de savoir ça et que finalement, le film n'est pas tant que ça sur la guerre du Vietnam par rapport aux autres, où là, ça sert plus de contexte, justement, à parler de qu'est-ce que c'est que vivre en communauté aux États-Unis, qu'est-ce que c'est que ça pourrait être n'importe quelle communauté. On parle souvent de la communauté italo-américaine. Ça pourrait pas être n'importe quelle communauté. Le fait que ce soit des Russes, c'est vachement intéressant. C'est intéressant, mais je pense que ça aurait pu être des Italiens, ça aurait pu être des Juifs, ça aurait pu être n'importe quelle communauté, tu vois. C'est une communauté dans un autre pays. Souvent, il y a ce côté. Mais la Russes, famille. C'est les rouges. Oui, vois, oui, là, du coup, oui, dans ce sens-là. Moi, je te parle juste du côté. Tout le monde est très proche et tout le monde est très content, tu vois, les copains se marient, mais c'est la fête, tu vois, ils sont combien, ils sont 500 à faire la fête parce qu'il y en a 2 qui se marient, et c'est vraiment hyper important pour eux, et puis c'est très religieux, puis c'est hyper beau. Enfin, l'église orthodoxe, c'est quand même un lieu qui est ultra ultra esthétique, j'ai pas envie de dire bling bling, mais tu vois, c'est hyper grand, c'est hyper c'est fastueux, quoi. Ouais, mais tu vois, le fait, imaginons ce serait une autre ethnie, ce serait des Sud-Vietnamiens vivant aux États-Unis depuis 2-3 générations qui sont envoyés au Vietnam. Ouais, ils auraient peut-être pas le même budget mariage. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ils auraient des raisons de faire la guerre. Alors que des Russes, donc entre guillemets les communistes, qui vont faire le combat contre les communistes, ils ont aucune raison de faire cette guerre. Bien c'est sûr. pas leur. Et donc le fait que ils se concentrent vachement plus sur leurs potes a encore plus de sens, parce qu'ils ont aucun intérêt de cette guerre, parce que qui plus est, ils s'intéressent pas à la politique. C'est pas leur. S'ils vivent aux États-Unis, c'est pas parce qu'ils sont capitalistes. Tu vois, c'est. Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, ça montre plus, encore une fois, l'absurdité un peu humaine du truc. En fait, ils vont faire la guerre non seulement parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont aussi cette espèce de truc de on va revenir en héros. Et quand ils voient le mec en béret vert, là, pendant le mariage, justement, ils le voient comme c'est moi dans 3 ans, quoi, quand je vais revenir, ou dans 3 mois, parce que, tu vois. Donc, c'est surtout ça. Mais ouais, c'est évidemment hyper intéressant de mettre en avant le fait qu'ils soient communistes. Et. Toi, t'es pas d'accord je pense pas qu'ils soient communistes. Non. Loin de là, parce que c'est pas parce qu'ils sont d'origine orthodoxe que c'est forcément des communistes, loin de là. Non, et puis ça veut pas dire qu'ils viennent d'arriver aux États-Unis. Ça se trouve, ils y sont depuis 3 générations. Et c'est sûr. C'est ce que je voulais sous-entendre. C'était intéressant le fait, la communauté quelque part. Ça pouvait une communauté noire, mais je voyais pas. Souvent ils vivent dans des ghettos. Ça aurait peut-être pas été aussi photogénique, j'en sais rien. Mais oui, encore, ils sont pas très riches. Hein. Ils vivent dans des petites maisons un peu délabrées. Je trouve le lieu magnifique, la montagne derrière, et puis toute cette cité sidérurgique, je trouve ça sublime. Non, mais sans dire que ce soit des communistes, le fait que ce soit des Russes dans ce contexte sociopolitique-là, je trouve que c'est un je pense que effectivement c'était voulu. Puis Cimino est d'origine italienne, donc c'est une minorité aussi. Voilà, je pense qu'il voulait vraiment. C'est vrai que c'était judicieux de prendre des Russes, même si je pense pas qu'ils soient communistes, loin de là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont pas, ils sont pas politisés. Tu vois, c'est des Russes vivant aux États-Unis dans les années 60-70 vont pas forcément s'intéresser à la politique, sachant le contexte sociopolitique qui est autour d'eux du conflit États-Unis-Russie. Et puis là, aux États-Unis, c'était communiste, c'était fini pour toi, quoi. C'est mieux d'être nazi aux États-Unis. Oui, non, mais t'as moins de chances d'aller en prison, c'est sûr. Oui. Non, mais c'est terrible, mais du coup, moi je pense que il y a un réel intérêt à avoir choisi ça. Et puis bon, c'est de la roulette russe. Encore une fois, c'est des petits jeux qui font que on a choisi des Russes et c'est pas pour rien. Ouais, il y a pas mal de motifs comme ça, des clins d'œil. Mais pareil, dans la masterclass de Jean-Baptiste Oreille, il y a un moment où il parle d'un truc où j'ai pas réussi à mettre les mots sur cette analyse, mais il me dit il le dit pas comme ça, mais il dit la théorie du one shot ou quelque chose comme ça. Et où t'as ce passage pendant les scènes de chasse qui sont, qui font transition à chaque fois entre les parties. T'as ce moment où Mike est très sacralise un peu la chasse et voit ça comme une chose, comme un événement un petit peu qu'il faut respecter. Enfin, il y a des codes, il faut les respecter. Et pour lui, une seule balle pour tirer sur un cerf. Mais 3 balles pour tuer des Vietnamiens. Mais 3 balles pour tuer des Vietnamiens. Et non, mais la roulette russe, c'est le même principe. C'est une seule balle. Une seule balle va finir par tuer un dégât, quoi que ce soit. C'est pas la dernière phrase du film. Non, pas la dernière, mais dernière phrase au Vietnam, je crois, qui est dite.
Je crois qu'il redit cette phrase justement de une seule balle au moment où il y a la roulette russe entre les deux amis. Parce que la dernière phrase du film c'était l'hymne national, donc c'est pour ça, c'est pas la dernière phrase. La dernière phrase, je crois que c'est. God bless America. Il fait. C'est chanté, mais je crois que la dernière c'est pas un jour si gris. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil, c'est ouvert, parce que ça peut être à la fois positif et. Ouais. Non, mais pour moi, il y avait ce retour de la phrase au moment où il est au Vietnam. Et justement, ça m'avait tilté parce que je me suis dit dès le début qu'il y avait forcément quelque chose à dire vis-à-vis de ça. Enfin, on parle d'un chasseur qui dit une seule balle et on parle de roulette russe après. Donc, c'est justement, ça a tilté dans ma tête en mode ah, tiens, ils en reparlent. Ouais, c'est ça. Donc, mais ça peut être analysé de plein de manières. Lui, il en parle, Jean-Baptiste Auré, il en parle comme d'un truc de. On commence sur une forme de mythologie, dans le sens ce côté très très sacré, on fait pas les choses n'importe comment, c'est de la chasse, mais c'est c'est sa façon de faire de la chasse, et c'est comme ça, c'est une balle et c'est pas autrement. Et après il y a plus de règles. Il arrive au Vietnam, il y a plus de règles, 3 balles dans la chambre et puis c'est c'est la descente aux enfers, encore une fois, voyage au bout de l'enfer littéralement. Mais qui s'appelle pas Voyage au bout de l'enfer en VO. Et en VO qui est The Deer Hunter, donc là il y a toujours le rapport, tu vois, on passe du daim au Vietnam, mais c'est ça qui se passe. Et en même temps, c'est ce côté paradoxal, quoi, du passage de ce qui l'anime, lui, Mike, qui est la chasse. Et arrive au Vietnam où là, c'est tout ce qu'il a pu voir de pire se passe à ce moment-là. Mais cette analyse-là du one-shot, il y a plein d'analyses possibles et c'est hyper intéressant. Moi, justement, je trouvais ça intéressant vis-à-vis de la chasse, de voir un personnage, entre guillemets, principal, prêt à la guerre, contrairement à tous les petits personnages principaux qu'on a vus dans les 3 films précédents. Si on considère que Guignol c'est le personnage principal dans Full Metal Jacket, qui sont des personnes qui n'ont pas connu la guerre jusque-là. Là, on est sur un chasseur, donc qui connaît le combat, en fait, qui connaît l'utilisation des armes, qui connaît la nature, qui connaît tout ça, alors même si c'est pas la même nature. Mais il a déjà donné la mort, en tout cas. Ouais, et même il la donne plus de la même manière une fois qu'il a passé la guerre du Vietnam. Mais il a une manière du coup de gérer le conflit. On sent un adulte, quoi. On sent le gars qui prend les décisions, quoi. Quand il met les 3 balles dans le barillet, c'est parce que il a son plan prévu. Quand il y a son pote qui tombe à la flotte, il le suit parce qu'il sait que lui saura le sortir de là, etc. Enfin, on a ce super héros en fait qui a déjà affronté, qui s'est déjà battu entre guillemets. Mais comme dit Thérèse, c'est un super héros, mais qui ne fonctionne qu'avec ses 2 acolytes. Parce que tout seul, il n'est plus rien. Enfin, tu vois, dès le début, on sent que c'est un peu le leader. Mais les 2 autres sont un peu plus discrets. C'est plus Nick, le leader. Hein. C'est Nick, hein. C'est un peu le beau gosse, il a la fille. Ouais, mais il a la un côté un peu. De Niro, il est vachement plus discret et renfermé. Ils fonctionnent tous les 2. Tu sens que c'est vraiment, l'un sans l'autre, ça ne fonctionne plus. Ils sont un peu gays. Hein. Mais il y a plein de gens qui ont dit ça. Mais c'est juste 2 super potes, quoi. Je sais pas, moi, De Niro, je le vois, pourquoi pas. Je vais pas dire qu'il l'est et que c'est écrit noir sur blanc, mais je veux dire que la théorie est valable et que ça change rien à l'histoire et que pourquoi pas. Franchement, moi, je le vois, pourquoi pas. Hein. Donc, non, ou c'est juste une belle histoire d'amitié. Non, j'ai envie qu'ils soient amoureux, ils sont super beaux les 2. Bon, d'accord. Comme Willem Dafoe dans Platoon. Rien ne nous dit qu'il est pas. Oui, écoute. Et t'aimerais bien, c'est pour ça. Mais non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté. Ce qui m'intéresse, c'est le côté peace and love. Le côté peace and love, c'est faites l'amour, pas la guerre, couchez avec tout le monde. Donc, le fait qu'il soit, pourquoi pas homosexuel, pourquoi pas bi, pourquoi pas tout ce que tu veux, je trouve que ça sert le propos aussi. Et c'était vraiment une théorie qui était soutenue par pas mal de personnes. Enfin, peut-être pas quand le film est sorti, mais ça aussi, il en parle Doré dans sa master. Ouais. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce qu'Hollywood a gagné comme je le disais au début, je sais moins répondre à cette question. Mais si vous avez peut-être des éléments de réponse Ouais, enfin le propos de cette émission, c'est vraiment sur plusieurs décennies. Au début, Hollywood n'a pas gagné la guerre, puisque on est à la sortie de la guerre. Ils ont à peine financé les films, sachant que ça rapporterait pas. Donc là, ils ont laissé faire. On était à la sortie du nouvel Hollywood. Donc c'était encore c'était pas encore tout à fait les studios qui commandaient. On était plutôt sur le réalisateur qui est un peu Dieu, quoi. Et si on prend Voyage au bout de l'enfer, par exemple, Cimino, quand il arrive sur le film, il a juste fait un film avant
on lui donne en gros, c'est open bar, fais-toi plaisir, puisque de toute façon, tu as déjà fait un succès juste avant, bon bah là tu vas nous en refaire un deuxième. Mais à la sortie de la guerre, on n'était pas encore sur la pensée, voilà, on avait encore des vétérans qui revenaient, qui étaient un peu hués parce que les gens n'avaient pas encore accepté cette défaite. Il a fallu attendre les années 80, Reagan, etc., pour qu'on voit arriver des Chuck Norris et des Stallone. Et c'est à partir de là où Hollywood a transformé le conflit et on a profité de scénarios où un mec tout seul pouvait remporter la guerre. Et là, c'est là qu'on a fait un maximum de fric. Et souvent sur des films à petit budget. Hein. Il y a eu des téléfilms où le type était seul contre des bandes de Hells Angels. C'était un vétéran, mais le mec, il pouvait descendre des rednecks à lui tout seul parce qu'ils avaient frappé un... Alors, il y a des très mauvais films qui sont sortis dans les années 80. Mais il aura fallu attendre une décennie pour qu'Hollywood se penche vraiment sur la question du Vietnam et se dire, bon, bah, on peut se faire de l'argent là-dessus. Et Stallone était... Voilà, si on compare le Rambo 1 et le Rambo 2, Rambo 1, c'est juste un ersatz de Frankenstein quelque part. Enfin, l'Amérique a créé un monstre qui est ingérable. On le libère et puis on le rattrape on le retrouve à la fin et Rambo à la fin dit c'était pas ma guerre. Voilà, vous m'avez pas laissé la faire comme je voulais la faire. Et puis on le laisse faire parce que Rambo était un succès. Ouais. Et dès le deuxième, et ben là. En gros, il la gagne, la guerre. Et c'est à partir de là où Hollywood a commencé à gagner la guerre. Mais le parallèle avec Voyage au bout de l'enfer est du coup super intéressant parce qu'on a ce super-héros, encore une fois, mais qui cette fois a perdu la guerre totalement. Oui, mais parce que c'est le premier film et on est à la sortie de la guerre. C'est ça. Il a fallu attendre 10 ans. Le gouvernement, l'armée et Hollywood n'étaient pas encore prêts à financer ce genre de film. C'est pour ça que c'était un peu... Mais moi, Voyage au bout de l'enfer, je vais peut-être laisser quand même Dorian parler, parce que pour le moment, il n'y a pas dit grand-chose. Mais moi, Voyage au bout de l'enfer, bon, je vais pas vous mentir, pour moi, c'est certainement l'un des 10 plus grands films du XXe siècle. Ah, wow. Je suis assez définitif, mais je l'ai vu je ne sais combien de fois, et à chaque fois, je prends une claque. Chaque acteur est magistral, je crois que c'est le meilleur rôle de Niro. Ah, il est incroyable. Je l'ai jamais... Le meilleur rôle, carrément. Ah ouais. Il est d'une justesse et puis j'aime le fait que Cimino il avait 35 piges, c'était son deuxième film, il a fait Le Canard d'Or avec Eastwood avant. Eastwood voulait pas, il a dit non, je veux bien le réaliser, je veux bien tourner dedans, mais ou alors tu montes 3 jours de rush et si les 3 jours me satisfont, je te laisse faire. Bon, finalement il a laissé faire et ça a été un succès. Et c'est pour ça qu'il a réussi à faire Voyage au bout de l'enfer. L'intelligence de Cimino sur ce film, c'est qu'il a demandé à ses acteurs de venir 5 semaines dans une réelle communauté russe ou ukrainienne. Voilà. Et ce qui fait qu'au bout de 5 semaines, tout le monde se connaissait, c'était devenu des amis. Et dès le début, on est bluffé par le talent des non-acteurs, parce qu'il y a même le personnage qui est un petit peu imposant, qui s'appelle... Oui, Georges Dunza. C'est ça, non, ça c'est le barman, je crois. Celui qui se barrait avec la voiture au moment où il s'engueule. Ah oui, qui bourré, ouais. C'était un villageois, hein, il n'était pas acteur du tout. Mais il est bon. Ils l'ont trouvé tellement raccord que voilà. Donc ce qui fait qu'on est entre des acteurs professionnels et des non professionnels qui vivent vraiment dans cette communauté et tout de suite on s'y sent bien, même si il fait froid, c'est une ville quand même industrielle. Il y a des fumées. Et voilà, mais on a envie d'y vivre dans ce village, on a envie de participer à la vie de cette communauté. Et pour moi, Voyage au bout de l'enfer, c'est à peine un film sur le Vietnam, c'est plutôt traiter la capacité de survie d'une communauté à une catastrophe. Alors ça aurait pu être un tsunami, ça aurait pu être, je sais pas, un attentat, ça aurait pu être un tremblement de terre. Bon, bah là, c'est la guerre. Et c'est comment survivre à ça. Et je vais pas. C'est un film qui est tellement énorme, tellement
Enfin, pour moi, il y a un énorme rapport avec La prisonnière du désert. Enfin, c'est tellement flagrant. Tous les petits signes entre le personnage qui va chercher l'autre, l'un chez les Indiens, l'autre chez les sauvages. Tu vois, enfin, les sauvages au Vietnam avec des bookmakers. Il y a des liens avec l'avant et l'après où il y a une réelle transformation. Il y a le retour au pays. Alors d'un côté, tu as l'indienne, enfin la jeune fille qui revient, et de l'autre côté, il revient mais dans un cercueil. Il y a tellement de signes qui font que c'est un réel film miroir avec La prisonnière du désert. Bon, John Ford est en même temps tellement présent dans toute la filmo du nouvel Hollywood. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est John Wayne qui a remis l'Oscar à Cimino. Ah d'accord, ok. En plus. Alors bon, c'est assez lié. Mais bon, c'est un film. Il faudrait une émission complète pour en parler parce que c'est un film parfait, quoi. Moi, c'est un monument, c'est un continent, ce film. Vous avez ce film. Mais même si Dorian, toi, t'es pas autant emballé. On peut nuancer un petit peu. En fait, je pense que c'est le film qui me frustre le plus. Ah merde. Vraiment. Là, t'es en train de te dire que t'as raté quelque chose. C'est pas assez long. J'aurais aimé, moi, que ça fasse 1 heure de plus. En soi, sur Letterboxd, je crois que c'est le film que j'ai noté 3,5 et les autres, j'ai tous noté 4. Parce qu'en fait, je trouve qu'en termes de rythme, c'est des fois un peu trop long, un peu trop. Voilà. Genre, en termes de rythme, je suis pas convaincu à 100%. Mais à l'inverse, t'as des scènes qui sont juste stratosphériques. Genre, les scènes de roulette russes. Si toutes les scènes et tout le film auraient le même niveau que ces scènes-là, ça serait le plus grand film de toute l'histoire large. Et quelle scène tu trouves trop longue, par exemple ? Je sais pas, il y a des moments de contemplation ou avec les potes, quand on a compris qu'ils sont potes, on sait qu'ils s'aiment bien et tout, mais des fois c'est un peu long. Peut-être que t'es pas rentré dedans en fait. Peut-être que. Ouais, je pense que c'est ça, mais des fois avancez. On a compris que vous êtes potes, okay. on a compris que vous aimez bien, avancez, c'est bon. Mais par contre c'est important. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé, et l'une des les plus grandes forces du film, c'est que t'as pas besoin de faire un film au plein cœur de la jungle. T'as pas besoin de faire un film d'action. T'as juste besoin d'une scène et ça suffit amplement pour te montrer tous les traumatismes de la guerre. Et une scène en 3 heures de film, ça suffit amplement. Et là-dessus, ils sont trop forts d'avoir fait une seule scène et que ça soit aussi impactant que tous les autres films qu'on a parlé précédemment. Je pense à la dernière scène. Non, celle dans la cage. C'est dans la cage. Ah oui, c'est parce que c'est la seule scène qui se passe dans la jungle, en fait. Où ils sont vraiment prisonniers. Et moi aussi, ce que j'avais remarqué et qui est plutôt bien fait, c'est qu'on passe vraiment de la naïveté à à la maturité, justement, dans le sens où au début ils sont amis, mais ils sont complètement cons. Ils se font des paris en mode ouais, je vais doubler la voiture, je vais doubler les camions, on parie combien, ou même le gars tout simplement qui va se marier alors qui va partir à la guerre. T'as une sorte de naïveté et d'incrédulité, dans le sens où ils sont complètement en décalage par rapport à ce qui vont se passer, et ça a été traduit justement par le militaire qui est dans le bar. Et c'est le premier contact qu'on a avec la guerre, et on a le premier décalage avec Robert De Niro qui est complètement bourré, et du coup il est encore plus ridicule parce qu'il est bourré, il va voir un homme militaire gradé pour essayer d'avoir un échange, mais lui il le regarde de haut, il est en mode mais qu'est-ce que tu veux, tu vas faire la guerre mais tu vas pas survivre, t'es pitoyable. Et là, c'est le premier contact avec la guerre, et tu te rends compte vraiment du décalage entre ce qu'ils sont eux, c'est-à-dire la naïveté, et le danger et la maturité que représente ce colonel. Et on a aussi la naïveté qui se produit justement pendant la transition des deux parties, où c'est un peu niais, qui se retrouvent tous dans le bar avec la petite musique, le pote qui joue au piano, c'est un peu niais, c'est un peu crédule, mais justement le cut d'après, t'es directement dans la guerre. Et là, c'est comme si par exemple on mettait une baffe à tous ses amis en mode ok, c'est bon, vous avez fini de faire les enfants, maintenant je vous mets une baffe, je veux montrer c'est quoi la guerre. Et là que directement on rentre dans la guerre. Et ça, c'est. Tu vois que t'as aimé. mais c'est pour ça que c'est frustrant. Et j'ai aimé ce film. Ouais. Et Apocalypse Now et Voyage au bout de l'enfer, c'est des films que j'avais un peu du mal. Je les ai revus et j'ai vu à la hausse. Et j'aime ces films. Ils sont énormément de qualité. Et puis Robert De Niro, pour moi, c'est le plus grand acteur de toute l'histoire. Donc il est incroyable. Et puis la scène de fin est. Il y a un plan, il m'a mis des frissons. Genre, il y avait c'est un plan large où ils sont tous les deux en face, en bas de cadre, et t'as toute la foule tout autour. Ce plan-là, il m'a mis des frissons. Tellement
tellement il est impactant. Donc franchement, c'est pour ça que je trouve ça frustrant que le rythme soit pas à la hauteur des scènes stratosphériques de Roetrus. Ok. On en est à 1h35. On fait une conclusion ? Ouais. Parce que là, effectivement. C'est bien. Est-ce que tu as réussi à tirer quelque chose de tout ça qui pourrait être. Là, pour conclure, j'ai l'impression qu'on peut juste revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Xavier, sur le fait qu'Hollywood et que la victoire ou la défaite, c'est quelque chose qui se passe pas là sur nos 4 films, mais plus sur vraiment sur un panel de films et sur l'évolution de comment on traite la guerre du Vietnam et comment finalement au fur et à mesure du temps c'est devenu une histoire d'argent parce que c'était une recette qui fonctionnait, et c'est évidemment pas vraiment le cas avec Voyage au bout de l'enfer et Apocalypse Now, qui sont des films trop qui sont arrivés trop tôt après la guerre, mais c'est peut-être plus le cas avec Platoon et Full Metal Jacket, et en même temps pas vraiment, puisque c'est des réalisateurs qui ont raconté une histoire. Oliver Stone voulait raconter son histoire, et puis Stanley Kubrick faisait pas du cinéma pour l'argent, étant donné le dépassement de budget qu'il avait à chaque fois. Mais écoute, si toi tu veux conclure un peu, et étant donné que c'est ta problématique et que t'as, j'imagine, plein de trucs à dire. J'avais envie de séparer la période ciné-Vietnam en plusieurs parties. J'ai le sentiment qu'il y a une première partie à la sortie du conflit et un petit peu pendant, mais il n'y a pas eu grand-chose, mais plutôt à la sortie du conflit, c'était vraiment sur la violence et le traumatisme de cette guerre. Avec Apocalypse Now, Voyage au bout de l'enfer et consorts. Et puis ensuite, on passe dans les années 80 avec l'ère Reagan, où Stallone, Chuck Norris et toute cette mouvance un peu laissez-nous y retourner qu'on la gagne, où là c'était plutôt la révision. En vrai, les vétérans, ils sont pas si mauvais que ça. On va même vous le prouver. Et puis les années 90, où là c'est beaucoup plus, à mon avis, plus folklorique, parce qu'il y a toutes les séries télé où c'est sous-entendu. Il y a Magnum, il y a De flics à Miami, Supercopter, l'agence touriste, etc. Où c'est que des vétérans, et les mecs sont quand même, c'est quand même des sacrés bonhommes, quoi. Parce qu'ils en ont appris vachement, et puis quand ils reviennent, c'est pas des surhommes, mais ils sont au-dessus de la masse, voilà. Et puis il y a, on parlait tout à l'heure de Forrest Gump, qui est intéressant, que je trouve même très intéressant, parce que là on est au-delà, et quand on analyse le film, on est le personnage principal est un peu bénet, faut reconnaître. Il fait la guerre, ça devient un héros. Et quand il revient, finalement, son meilleur pote est mort, son supérieur est handicapé, mais finalement, il pardonne aux Vietnamiens à tel point qu'il en épouse une. Oui. Et par contre, le pacifiste, qui était l'ami de sa copine, on s'aperçoit que finalement, il tapait sa nana, et puis Jenny, je crois. Et Jenny qui était anti-guerre, qui était hippie, quoi. Qui était hippie, finit par mourir d'excès de plein de choses. Excès de plaisir. Elle meurt du sida. Donc il y a une espèce de parabole entre. En gros, on a fait une espèce de révolution complète. On revient au point de départ, quoi. Et donc quelque part, Hollywood a gagné, quoi. Écoutez, merci comme d'habitude de faire partie du podcast, mais c'est notre podcast en fait. Donc en fait, merci à toi du coup, parce que c'est notre podcast. On se remercie tous d'être là. Merci papa d'être venu dans cet épisode. C'était un plaisir. Puis dans ce studio qui est d'une... On sent qu'il y a de l'argent quand même. Attends, on est dans un garage. Moi je dirais c'est un petit peu comme les films de 70 sur la guerre du Vietnam, faut aller chercher les financements ailleurs. Alors merci à vous, c'était un réel plaisir. Mais merci à toi, on a appris plein de choses. Merci. T'as pu, mais il faut dire merci, on est poli, on est très poli. Et tu t'as permis de mettre un cadre et de répondre aussi à nos petits doutes, parce que nous, la guerre du Vietnam, c'est pas quelque chose qu'on a forcément beaucoup étudié à l'école. Pas du tout. Je crois qu'on l'a Personnellement, je l'ai jamais vu à l'école. Il me semble pas non plus. Est-ce que je peux rajouter juste, j'avais 2 petits conseils caddie pour vos auditeurs qui sont très nombreux. C'est important. C'est le moment recommandation. Alors, on a parlé de l'origine du Vietnam, qui était l'Indochine française. Il y a un film qu'il faut absolument voir, c'est la 317e section, qui est peut-être le film le plus fidèle, peut-être un des plus grands films de guerre
sur le sujet. C'est un film de 65 de Schoendorfer avec Kremer et Jacques Perrin. Et puis un livre, c'est un livre qui est un pavé. C'est un pavé dans le sens, dans les deux sens du terme. Et ça s'appelle Sympathy for the Devil de Kent Anderson. C'est un ancien du Vietnam qui est devenu flic et qui a écrit des romans. Et ça raconte sa vie au Vietnam. C'est magistral. Ok, bah c'est noté. Et bah, allez voir ça si ça vous intéresse. Et à lire ça si le podcast vous a intéressé, vous a donné envie de voir les films sur la guerre du Vietnam. Et puis écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram le 7e œil et puis sur nos letterbox respectifs qui sont tous écrits en barre d'infos sauf celui de Gauvin qui refuse de mettre les 10 000 films qu'il a vus sur Letterboxd. Bon, t'es pas obligé de faire des critiques sur Letterboxd, tu veux juste mettre les films que tu vois. Je suis pas sociable. Ok. Donc, suivez-nous tous sauf Gauvin. Voilà, c'est ça. Voilà, et surtout pas dans la rue parce que ça va lui faire peur. Non, mais justement, suivez-les, mais pas moi. Ok, ouais. Et puis, écoutez, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode du 7e œil. Et en plus, c'est moi qui choisis le thème. Des bisous.